On a parfois l'impression que pour être crédible, il faut rester sérieux. Mais est-ce que l'humour pourrait être, au contraire, une façon d'ouvrir des conversations plus profondes, de montrer nos vraies couleurs et de créer une connexion immédiate avec notre audience? Avec Juliette Payet, consultante en médias sociaux et diplômée en écriture humoristique de l'École nationale de l'humour, on explore comment une touche d'humour peut transformer ton histoire en un espace à la fois léger, porteur de sens et singulier. On parle d'humour, mais pas juste pour puncher, pour raconter, connecter et laisser une trace qui fait du bien. C'est parti! Bienvenue dans le podcast À ta couleur. Moi, c'est Marie-Pierre, mais tout le monde m'appelle la voisine. Je t'accueille depuis ma maison jaune, au cœur d'un petit village rural où j'ai choisi de ralentir pour mieux écouter et mieux raconter. Très jeune, j'ai compris le pouvoir de ces récits qui touchent, qui nous rassemblent autour de quelque chose de plus grand que soi, puis qui nous donnent la permission d'être pleinement humain. C'est pas un hasard si j'ai étudié l'histoire. À l'époque, je pensais observer le passé, mais je me préparais surtout à ce que je fais aujourd'hui. Aider les entrepreneurs à fouiller dans leur propre histoire pour y trouver du sens, se révéler et apprendre à se présenter à partir des pépites qu'ils portent déjà en eux. C'est ça le storytelling introspectif, un pont entre la connaissance de soi et la communication. Ici, tu vas entendre mes réflexions en solo, puis des conversations complices avec des invités qui ont choisi d'aligner leur entreprise sur ce qui les habite profondément. Parce qu'au fond, ce qui connecte, c'est pas juste ton expertise, c'est qui tu es. Alors installe-toi sur ma galerie puis laisse-toi inspirer. Salut à toi, bienvenue sur le podcast À ta couleur. Salut Juliette. Salut Marie-Pierre. Et moi, je lance ça comme ça. Heureuse de t'accueillir. Oh oui, je suis très spontanée sur le podcast. Heureuse de t'accueillir sur le podcast À ta couleur. Merci tellement pour l'invitation. Ça me fait tellement plaisir. Merci à toi d'avoir accepté, d'autant plus que tu as fait du chemin. Tu as fait de la route ce matin. On s'entend. Tu es parti de Montréal et là, on est à Québec. Donc, tu as fait un petit peu de route pour venir jusqu'à moi. Sur les rails de Via Rail ce matin. Sur les rails de Via Rail. Ceci n'est pas sponsorisé. Mais si jamais ça vous tentait. Le message est passé. Mm-hmm. Merci d'avoir fait toute cette route. Bon, on s'entend, tu venais pas juste pour moi. On a combiné quand même d'autres activités de ton côté. Mais oui, c'est ça. On t'a fait de la route. Puis on a fait de la route, nous aussi, ensemble. On a covoituré. On s'est rendus, mesdames et messieurs. On s'est rendus au studio. C'était toute une épopée. Mais une chance, j'avais Juliette comme copilote. Fait qu'on a appris un petit peu plus à se connaître parce que toi puis moi, on se connaissait pas avant que je te lance une invitation pour venir sur le podcast. Bon, on s'était croisés quand même à Interface. Oui, puis on se connaissait des médias sociaux. Hein, des médias sociaux. Des amis d'Instagram, comme j'appelle. Là. C'est des gens que je vois vivre, que je vois interagir, puis tout ça, mais on se connaissait pas en personne comme tel tant que ça. Oui, puis c'est le fun. Tu dis en personne, c'est tellement le fun, je trouve. L'énergie n'est pas la même. Que j'essaie toujours le plus possible de tenir les épisodes, les enregistrements en personne parce que je trouve que l'énergie ne circule pas de la même façon. Fait que j'étais vraiment contente que tu acceptes puis que là, on a pu faire fitter ça. Puis, c'est ça. C'est ça qui est ça. On est heureuse d'être ici. Vraiment heureuse. Tu travailles beaucoup avec l'émotion. Et moi aussi. Mm-hmm. Moi aussi. J'adore les émotions. Ah, on adore les émotions, toutes les deux. Moi, tu sais, l'émotion dans mon travail, quand je viens pour créer du contenu, quand je viens pour révéler une histoire, je me pose toujours la question, c'est quelle émotion que je veux que la personne à qui je pitch ça, comment je veux qu'elle se sente? C'est quoi que je veux que le lecteur, dans le cas d'un récit écrit, par exemple, va ressentir à la lecture de ça? Je me pose toujours ça dans mon processus créatif. On s'entend, la palette d'émotions est très large. Il y en a beaucoup. Puis toi, tu travailles principalement, on va se dire ça, bon, avec plein de nuances, mais quand même, principalement avec l'humour. Le rire, avec cette intention-là de faire rire. On pense souvent que, tu me corriges, c'est ce que je pense. Je vais y aller, mais jusqu'ici, ça va bien. Jusqu'ici, tout va bien. On pense souvent que l'humour en storytelling, vraiment, quand on raconte notre histoire, c'est une suite de punchline, là, vraiment, là, pour faire rire, là, à tout prix. Mais est-ce que ça peut aller plus loin que ça? Est-ce que l'humour peut être un vecteur de discussion, d'idées, de vraies connexions plus profondes? Puis c'est de ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que l'humour est souvent, je dirais, utilisé comme pas à la va-vite, mais toujours à la recherche de la prochaine blague, du prochain gag, là, tu sais. Donc,
C'est ça. Je trouvais que tu étais la personne la mieux placée pour ça. Puis surtout que tu as offert, je reviens sur Interface, là, d'ailleurs, parce que tu as offert une conférence, on va dire mémorable, on va le dire. Là, vraiment, merci. Où tu nous as vraiment présenté, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, Interface, là, Juliette, elle a présenté une conférence qui vraiment t'a démontré là, concrètement plein de contenus sur les médias sociaux qui utilisent l'humour, de quelle façon on peut l'utiliser avec plein de processus et tout ça, tu sais. Puis, c'est ça m'a posé la question de me dire, hey, cet humour-là, est-ce que tout le monde peut utiliser l'humour dans son contenu? Ben la réponse courte, moi, je pense que c'est que oui. Définitivement. Puis, tu sais, à l'aide de tous les exemples que je présentais aussi, puis je pense que c'est ça qui a été particulièrement apprécié puis qui a été concret, là. Les gens ont vraiment pu voir que ça pouvait vivre de plein de façons. C'est pas juste réservé aux Valentine et Maxi de ce monde, par exemple. Puis, il y a toutes sortes de procédés humoristiques aussi qu'on peut utiliser. Puis, tu sais, il y a autant de sortes d'humour qu'il y a de sortes de personnes aussi, là, type de sortes de personnes, d'humains tout court, finalement. Tu sais, l'humour, c'est très relié à notre background culturel personnel aussi. Puis ça peut être lié à notre famille, notre historique professionnel, tout ça. Fait que tu sais, il y a un terrain qui est très, très riche pour chaque personne pour exploiter l'humour, en fait. Mais oui, c'est un très bel événement à Interface. Je recommande. On s'y revoit peut-être l'an prochain. On est rendu abonnés. Oui, on pourrait quasiment dire ça. On est des ambassadrices à Interface. Ça se peut-tu qu'on ait encore comme croyance que pour être crédible, une entreprise ou un entrepreneur, pour être crédible, doit utiliser un ton un petit peu plus, je ne dis pas corporate, mais plus pro, plus solennel. Hein? Que, comme si l'humour puis la profondeur n'allaient pas ensemble. OK? Comme si c'était séparé, alors que dans les faits, là, en tout cas, moi, je pense qu'il y a des vérités quand même, je veux dire des vérités sérieuses qui peuvent être utilisées avec l'humour, qui peuvent être, tu sais, qui peuvent sous-entendre, qui peuvent être sous-entendues. Est-ce que tu sens parfois qu'on oppose encore l'humour à la profondeur, comme si rire, ça rendait moins crédible un entrepreneur? Oui, c'est quelque chose que j'entends souvent. Ouais. Puis il y a quand même une réticence souvent à utiliser l'humour dans des milieux plus sérieux comme les municipalités. Très bon exemple, mettons. Mais ironiquement, c'est aussi beaucoup des municipalités qui assistent à mes formations aussi d'humour sur les médias sociaux parce qu'il y a un virage qui se fait. La ville de Laval, ça fait longtemps qu'ils l'ont fait. La ville de Repentigny, Trois-Rivières, je pense aussi, ils font certaines blagues une fois de temps en temps. Fait que tu sais, il y a ce virage-là qui est fait, qui est apprécié, puis qui ne dévalorise pas non plus la municipalité. Après, il y en aura toujours des Jean-Michel qui sont comme « Hey, faites ça avec mes taxes, franchement, tu sais, c'est du gaspillage de temps. » Des haters gonna hate, comme on dit. Mais ça ne rend pas moins professionnel, en fait, l'humour. Au contraire, il y a des marques plus high-end aussi. Tu sais, je pense à Essence aussi, qui est sur les médias sociaux, qui est vraiment... tu sais, presque 90% de son contenu, c'est humoristique, c'est des blagues, tout ça. Et ils vendent des vêtements qui sont à plus de 100 $ aussi, là, tu sais. Fait que c'est pas réservé aux maxi de ce monde, là, tu sais. C'est mon point. Voilà. Ouais, OK, j'ai assez parlé de maxi aujourd'hui. Mais tu parles de maxi parce que, est-ce que ça se pourrait que tu aies déjà été derrière certains contenus de maxi? Oui, ben, puis là, je veux clarifier quelque chose aussi. Je dis, j'ai fait du maxi. Les gens sont comme, ah, c'est toi. Je suis comme, non, attends. Là, il y a une agence. Il y a eu plusieurs agences qui ont travaillé là-dessus. Puis, on est des équipes. Donc, moi, j'étais conceptrice-rédactrice chez LG2. Puis, j'ai été impliquée sur des contenus pour maxi avec un autre concepteur-rédacteur qui est aussi l'auteur de la page Mime Fruité, que tu connais peut-être. Mais donc, une page à mime à succès aussi. Puis, donc, il y a une panoplie de gens qui sont impliqués sur les contenus de Maxi régulièrement, mais j'en ai fait, notamment. Ouais. Mm-hmm. Tu sais, on parle de Maxi puis des autres entreprises connues. On pourrait parler de la STM, on pourrait parler de... Hydro-Québec. Hydro-Québec, tout à fait. Il y en a plein. Justement, là, pour un solopreneur là, qui voit qu'il y a des grandes entreprises qui utilisent, qu'il y a une grande équipe derrière. Tu viens de le dire, hein, je n'étais pas toute seule. Là, un peu, là, on est plusieurs derrière ça, évidemment. À quel point c'est accessible d'utiliser l'humour quand on est un petit dans ce monde? J'ai l'impression que dans cette cour-là, où est-ce qu'il y a des grands qui dominent ce contenu-là humoristique au Québec?
Ben, c'est accessible si on a ce talent-là, cette répartie-là, puis cette créativité-là. Puis ça, c'est pas un cas de je l'ai ou je l'ai pas, mais c'est vraiment un cas de est-ce que je le travaille déjà depuis un bout. Donc, il y a des gens qui utilisent leur créativité au quotidien pour qui ça va être facile d'embarquer dans des blagues sur les médias sociaux, un trend un peu funny. Puis ça, c'est à leur portée plus que d'autres personnes qui sont pas trop créatifs au quotidien ou qui l'ont pas travaillé leur créativité depuis un moment, tu sais. Fait que, tu sais, après, c'est aussi financièrement, s'il y en a qui veulent déléguer ça, puis j'en connais plusieurs des gestionnaires de communautés, justement, qui font des contenus humoristiques. C'est une spécialité en soi, mais ça coûte des sous aussi, tu sais, de penser à ces idées-là, puis de travailler, donc, dans les médias sociaux comme ça. Tu dis que c'est une spécialité en soi, comme si cette émotion-là, ce ton-là précis, tu sais, il y a vraiment une branche là, où est-ce qu'on se spécialise. C'est pas le cas de toutes les émotions quand même. Hein? Celle-là au Québec, on l'a fort, nous autres. Ben, je dis ça au Québec. Oui, quand même, on est reconnu pour ça. Là. Ben, on a la première école nationale de l'humour. Oui. Dont tu as gradué. Oui, dont je suis diplômée, QV 2020. QV pandémie, QV 2020. Oui. Montée de cette grande... Oui, j'imagine que ça a eu un impact aussi... en 2020, oui, la grande montée du numérique, mais pour l'humour, est-ce que dans un... Là, j'ai une question qui me vient justement en plein cœur de la pandémie, un moment, on pourrait dire, un peu chaotique, dramatique, difficile pour plusieurs. Est-ce qu'il y a une raison que tu vois où est-ce que l'humour aurait peut-être plus davantage émergé? Est-ce qu'on avait plus besoin de rire à ce moment-là? Bien, tu sais, c'est sûr que, bon, j'ai gradué en 2020. Moi, j'ai fait le programme auteur qui prend 1 an. Fait que j'ai commencé à l'automne 2019. Puis ça, c'était vraiment les débuts de TikTok. Je me rappelle, j'avais un cours de médias sociaux à l'ENH, justement. Puis on nous parlait de TikTok comme la next big thing, la prochaine grosse affaire. Puis moi, j'étais comme, bon, tu sais, c'est une autre affaire tu sais, de Vine, là, comme ça va durer comme 6 mois, puis on n'en reparlera plus. Finalement, ça a été là pour rester un petit bout, en tout cas. Puis donc, c'est ça, on parlait de TikTok, puis à ce moment-là, ben, il y avait vraiment un virage, il y avait un espace où on pouvait créer puis évoluer comme humoriste ou auteur humoristique. Puis, tu sais, c'est de moins en moins le cas aujourd'hui parce qu'on est de plus en plus de créateurs, mais il y avait vraiment un espace à investir. Puis il y a des gens de ma cohorte, par exemple, qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu. Tu sais, je pense à Mégane Brouillard, je pense à Liliane Blanco-Binette aussi, en même temps, avec qui j'étudiais, Tommy Néron. Donc, c'est toutes des humoristes de la relève qui ont vraiment percé grâce aux médias sociaux puis à l'humour, justement. Là. C'est comme si on associait l'humour à une réaction, je veux dire une simple réaction légère, rapide, l'espèce de ha-ha, là, tu sais, là, du moment, mais qui repart, tu sais, comme si ça vient, ça repart. C'est assez court, c'est assez léger. Comme si la finalité, c'était le punch, là, la surprise, tu sais. Alors qu'en réalité, j'ai l'impression que l'humour peut aussi être vecteur de sens, une manière peut-être de dire les choses qu'on retiendrait peut-être autrement. Comment t'expliques ça, toi, que l'humour, ça puisse être porteur de sens, pas juste pour faire rire, qu'on peut avoir peut-être des messages plus sérieux en dessous de ça? Ben, je t'écoute parler, puis on dirait, je pense à la STM qui flash dans mon esprit. Société de transport de Montréal, qui se démarque vraiment bien sur les médias sociaux depuis plusieurs années, puis notamment grâce à l'utilisation d'humour, tu sais, puis dans leur cas, puis j'aime bien les nommer parce que on pense que justement c'est une histoire de punch, tu sais, c'est léger, puis voilà, mais la STM utilise les réseaux sociaux très bien avec l'humour pour passer des messages, pour... tu sais, il y a un moment donné, il y avait un référent à Rihanna qui était enceinte, puis tu sais, qu'on pouvait, comme clairement qu'on laisserait notre place à Rihanna dans le métro. Fait que, tu sais, c'est mal wordé, là, comme don't quote me on this, là. Mais donc, ce référent-là avait été super bien utilisé sur TikTok pour faire de l'humour, puis passer un message qui est « Hey, quand tu vois une femme enceinte, laisse ta place. » Mais si on faisait juste dire ça, quand tu vois une femme enceinte, laisse ta place, il y en aurait 2, 3 qui se croiseraient les bras, genre, hey, moi, peut-être que j'ai mal aux chevilles aussi. Mais quand on passe par l'humour est rassembleur ici. T'sais. Fait qu'il y a un message qui est porteur, qui est plus partagé aussi, puis ça a un meilleur impact, ultimement, justement, auprès des communautés. J'adore cet exemple-là, un message vraiment plus important, de sensibilisation derrière, qui n'est pas juste pour faire rire, faire oublier. On veut que ce soit mémorable, on veut que tu t'en rappelles la prochaine fois que tu vas utiliser
la STM, ben peut-être que tu vas davantage te rappeler de ce contenu-là, justement, parce que, bon, on a utilisé dans ce cas-ci Rihanna, bon, ça aurait pu être autre chose. C'est intéressant ce que tu dis. Comme si l'humour était une porte d'entrée. Je vois ça comme si c'était une porte d'entrée dans laquelle il y a quelque chose de plus sérieux derrière, tu sais. Ouais, une porte d'entrée, puis l'humour, c'est quelque chose de tellement profondément humain. Tu sais, c'est rare qu'on va arriver à un inconnu puis on va lui conter une joke, là, on s'entend, ça serait un peu étrange. Mais justement, quand on compte une joke publiquement comme ça, il y a quelque chose il y a une proximité qui se crée, un peu comme quand quelqu'un, tu sais, parle en stand-up, ben on a l'impression d'être son ami un petit peu, là, tu sais, quand ça nous rejoint finalement. Fait qu'il y a cette proximité-là qui se crée grâce à l'humour que je trouve fantastique. Dirais-tu que c'est une émotion universelle qui crée justement cette proximité-là? Bien, l'humour, pour moi, il y a des émotions là-dedans, mais on dirait que l'humour, pour moi, ça ne serait pas nécessairement une émotion comme telle. Fait que le malaise, pour moi, est plus une émotion qui pourrait amener à faire de l'humour. C'est la déception aussi, puis qu'on est ensemble, puis il y a de l'autodérision. Tout ça peut servir aussi l'humour. Que ça soit l'enthousiasme, ça, on a une émotion forte aussi, puis de l'exagérer, ça peut être super humoristique aussi. Mais effectivement, l'humour, je pense que tout le monde a le sens de l'humour. Là, sur les médias sociaux, il n'y a personne qui va dire « j'ai pas le sens de l'humour », mais sur les dating apps non plus. Là, on le sait, c'est quelque chose qui est très dit, là, « j'ai le sens de l'humour », tu dois avoir le sens de l'humour. Attends un peu, il n'y en a pas juste un déjà. Puis tout le monde a le sens de l'humour, mais c'est différentes choses qui vont nous faire rire, qui vont nous surprendre finalement. Parce qu'ultimement, l'humour, c'est aussi la surprise. C'est le fait d'être surpris par quelque chose qui nous crée une réaction, finalement. Là. Tout le monde aime, j'ai envie de dire, de rebondir là-dessus, tout le monde, en tout cas, je pense, aime se faire surprendre. C'est la surprise, je pense, derrière, en tout cas, je peux me tromper, là, mais derrière l'humour, derrière le gag, derrière la joke, c'est le fait que ce soit parfois surprenant, qu'on ne s'attendait pas, qui, je pense, mettre de la profondeur au gag, là, tu sais. Ça, j'ai l'impression que c'est peut-être... Mais il y a quelque chose aussi, des fois, qui est une stimulation intellectuelle, là, tu sais, quand on est surpris par quelque chose auquel on ne s'attendait pas, d'où la surprise, ben il y a quelque chose qui peut nous faire des connexions dans nos neurones, là, puis faire quelque chose de plaisant, puis on est comme « Hey, j'avais jamais vu ça de même, c'est super drôle, de penser ça de telle personne, de telle situation, puis hey, finalement, telle chose est plus intéressante que je pensais. » Fait qu'il y a quelque chose de très stimulant dans l'humour qui est surprenant, puis qui peut nous faire sentir bien, qui va souvent nous faire sentir bien, disons-le. Là. Ouais, à part peut-être quand il y a des malaises, des trucs comme ça, ça arrive-tu des fois? Ouais, ou est-ce que... moi, j'appellerais peut-être pas ça de l'humour quand ça finit en malaise. OK, la ligne est là. J'aime ça. Je pense que derrière l'humour, il peut y avoir des intentions plus grandes que juste de faire rire. Tu sais, que la finalité de juste faire rire. L'humour, c'est un outil, mais à quoi ça peut servir d'autre, justement, que rire? Est-ce que parfois, ça peut être pour aller gratter des fois là où, je vais dire, où ça pique? Est-ce que parfois, peut-être pour rendre aussi le contenu un peu moins beige? Tantôt, tu parlais des municipalités ou des villes, tu sais, qui ont des messages parfois très beige. Pour avoir travaillé dans le municipal pendant 11 ans, là, on avait parfois des messages bien plates à passer, puis il fallait user de créativité pour s'en sortir. Donc, l'humour peut être une bonne façon de s'en sortir dans ce cas-là. Rapprocher, oui, les humains de la marque, mais dans les mandats que toi, tu as eus, c'est quoi le combat que Juliette mène, que tu mènes à travers l'humour? Est-ce que c'est de rendre les réseaux sociaux moins plates? Est-ce que c'est d'humaniser les entreprises, les marques? Est-ce que c'est de démocratiser un peu l'humour? Bref, j'ai goût de t'entendre là-dessus. Un peu de toutes ces réponses. Toutes ces réponses, mais c'est sûr que, tu sais, comme je suis un peu entrepreneur moi-même, tu sais, en étant travailleuse autonome, tu sais, c'est une question que je me suis posée aussi. Tu sais, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Tu sais, c'est juste des jokes pour des jokes? Ouais. Puis c'est définitivement pas ça pour moi. Mais derrière tout ça, il y a la connexion. Puis là, ça fait un peu cheesy, mais genre, c'est la connexion avec les marques. Connecter avec sa communauté, connecter avec les enjeux que les clients vivent. Moi, ça me fait plaisir, tu sais, puis encore pour citer la STM, mais ils le font très bien avec leur communauté parce qu'ils acceptent d'être très vulnérables aussi dans leur contenu. Puis ça, de l'extérieur, on le remarque pas nécessairement,
Mais la STM va admettre qu'il y a des retards. La STM va admettre que des fois, un détour en cours, ben c'est plate, tu sais. Puis ils vont utiliser ça comme ressort humoristique. Puis ça va être super apprécié de la communauté, tu sais. Fait que pour moi, c'est ça, c'est une bonne connexion qui est permise grâce à l'humour, finalement. J'aime ça que tu apportes ça parce que, tu sais, d'emblée de jeu, je te disais, est-ce que l'humour, ça peut donner l'impact comme si on était un peu moins crédible? Tu sais, on voit souvent, on peut penser, mon Dieu, moi, je suis sérieux, je peux pas utiliser l'humour, tu sais. Puis là, tu amènes un point intéressant en disant, ouais, attends un peu, des fois, on va utiliser de la vulnérabilité, de l'humour dans la vulnérabilité, comme pour avouer peut-être une erreur aussi, des fois, ou là, comme l'exemple que tu donnes, un retard ou quelque chose comme ça, tu sais. Est-ce que tu dirais que l'humour, c'est être davantage résilient? Résilient, oui, authentique. Ouais. Il y a quelque chose qui est très dans s'accepter tel que l'on est. Là, on va aller dans du langage de thérapie. Mais oui, une fois qu'on est capable de se reconnaître puis se voir tel que l'on est, c'est là où les gens vont pouvoir vraiment connecter avec ce qu'on a à dire aussi, j'ai l'impression. On est dans une ère où est-ce que on nous dit souvent, tu sais, la vulnérabilité, comment le fait d'être vulnérable, parfois, ça peut aller toucher les gens, ils peuvent se reconnaître, tout ça, tu sais. Mais je trouve ça intéressant aussi parce que quand on parle d'humour, de penser d'utiliser l'humour dans cette possible vulnérabilité-là, je le vois comme si c'était une façon aussi de dire, hey, on est assez confiants, là, nous autres, là. On est assez... Pour être capable de rire de nous-mêmes, par exemple. Bon, il y a toutes sortes de variantes d'humour, là, tu sauras mieux me le dire, mais ça prend quand même... C'est pas une certaine légèreté, là. Ça prend un esprit vif quand même, puis une capacité à rire de soi, je pense. Bien, ça prend une force, tu sais, carrément, puis du courage. Le nombre de marques à qui je donne des formations, puis ils sont comme, mais on n'ira pas là parce que, voyons, tu sais, qu'est-ce que les gens vont penser, puis... Je suis comme, ben oui, tu sais, si vous voulez aller là, tu sais, qui est une réalité que vous vivez, quelque chose que vous avez fait, qui pourrait avoir l'air d'une gaffe, par exemple, ben c'est sûr qu'il y a de la vulnérabilité là-dedans. Il y a, si on va là, ben oui, ça demande du courage parce que vous êtes prêt à recevoir le feedback. Puis si je compare ça avec le stand-up aussi, en humour pur et dur, si on veut, dès que quelqu'un va admettre une situation plate de santé, de couple, tu sais, puis n'importe quoi qui se passe puis qui est pas super recommandable ou qu'on se souhaite pas, ben il y a cette vulnérabilité-là qui permet de connecter, puis en même temps, il y a une force et du courage, tu sais, que ça demande d'être sur scène, de parler de ça ouvertement, puis les gens sont réceptifs à ça aussi. Fait que d'être dans cette position d'autorité-là, en partageant des contenus humoristiques dans l'autodérision, ça permet de, ultimement, se sentir moins seul aussi pour d'autres personnes qui peuvent vivre des enjeux similaires ou même, tu sais, d'un point de vue entreprise, ça peut faire la même chose. Là. Ça me fascine. J'ai l'impression que je ne vais pas là où tu pensais. Je trouve ça fascinant, cette idée de vulnérabilité-là dans l'humour. Oui, je trouve ça fascinant. Ça me fascine beaucoup. Puis, tu sais, je pense aux travailleurs autonomes qui... il y a certains travailleurs autonomes qui ont peur d'être en ligne, qui ont peur d'être visibles, ou, tu sais, de raconter leur histoire parce que c'est inconfortable. Des fois, c'est une peur de mal paraître, ce que les autres vont penser, le regard de l'autre, de ne pas être à la hauteur, peur de se faire juger. Bref, tout ça vient en ligne de compte. Puis je me demande si parfois une touche d'humour, ça pourrait pas leur servir, dans le sens où, comme un petit filtre qui aide à se montrer sans trop se prendre au sérieux. Est-ce que tu penses que l'humour peut désamorcer cette peur-là d'être en ligne? Est-ce que ça peut être ça peut nous aider à oser? Réponse courte, oui. Après, c'est comment? Je pense pas qu'on est à une joke près d'être confiant, puis que tout aille bien, puis d'être bien perçu, puis d'avoir l'air courageuse, tout ça. Mais si on utilise l'humour, souvent, c'est qu'on a la confiance de le faire. Puis c'est quelque chose qui va probablement nous faire rire aussi au préalable. Puis ça, c'est un excellent point de départ quand on veut publier des choses humoristiques. C'est « ça me fait-tu rire, moi », finalement. Fait que quand ça nous fait rire, nous, puis qu'on se dit « je vais le publier parce que ça me fait rire », excellent point de départ, je recommande. Parce que c'est à ce moment-là qu'on est un peu indestructible. T'sais, quand on publie un contenu qui nous fait rire d'abord, ben on s'expose, puis si les gens rient pas, ben tant pis.
sais, on l'a publié, puis nous autres, on a notre position de contenu humoristique, puis voilà, c'est ma proposition. Aimez-la, détestez-la, c'est correct. Mais j'aime ça ce que tu dis parce que, tu vois, moi, j'avais l'impression que quand on utilisait l'humour, ça pouvait aussi être une façon de pas se cacher, mais tu sais, comme derrière, comme si, pas comme si on mettait un masque, là, mais tu sais, comme, c'est ça, là, comme si on était à quelque part un certain personnage, là, tu sais, là. Où la ligne, justement, pour pas tomber là-dedans entre l'authenticité puis le gag, là, je veux faire rire, tu sais. Oui. Après, bonne question. Ouais. Y a-t-il un risque, d'après toi, qu'on puisse tomber là? Oui, je sais pour les médias sociaux, je sais pas. Après, je sais qu'une thérapeute que je voyais à un moment, elle comprenait pas quand je faisais de l'humour. Fait que, tu sais, c'était vraiment dur à comprendre. Fait que je préférais pas aller là. Puis de toute façon, tu sais, ça servait pas le propos de pourquoi j'étais là non plus, de toute façon. Fait que c'est vrai que ça finit par contourner aussi les vrais problèmes. On fait une joke, puis on est comme, mais on n'a pas dit la vraie chose quand on fait la blague, finalement. C'était une figure de style, on a fait un jeu de mots. Mais qu'est-ce qu'on voulait dire au final? Ben on n'est pas, tu sais, tout à fait... pas authentique, là, mais tu sais, c'est pas nécessairement le propos le plus clair possible. C'est de la fioriture, l'humour aussi. Là. Ça permet d'esquiver des vraies choses des fois aussi, ou de les simplifier, de les rendre plus légères, je dirais. Ça peut aller dans les deux sens. Ce que j'en comprends, dans le fond, de ce que tu dis, c'est que, exact, on peut parfois contourner, rendre ça plus léger, rendre ça plus simple. Puis parfois, on peut peut-être utiliser aussi l'humour pour, au contraire, aller plus profond, de faire passer quelque chose de plus profond que peut-être on ne se sent pas apte à dire autrement. Oui, bien, tu sais, après, c'est ça, il y a des procédés comme l'exagération. Tu sais, on peut passer une situation puis d'exagérer l'émotion vécue dans la situation. Puis ça va permettre de mettre un poids vraiment à ce qui s'est passé, finalement. Là. En storytelling, Juliette, il y a la croyance que pour raconter son histoire, raconter son quotidien, ses anecdotes, ça prend des histoires extraordinaires. Tu sais, il faut avoir vécu des choses extraordinaires. J'accompagne souvent des travailleurs autonomes qui disent, par exemple, moi, je vois pas ce qu'il y a de super extraordinaire dans mon parcours. Mon histoire est plate, mon histoire est banale. Moi, j'ai pas monté l'Everest, j'ai pas été... tu sais, ce genre de succès incroyable là, qu'on va attribuer à ce genre de success story, justement. J'ai l'impression que c'est difficile pour les entrepreneurs d'identifier c'est quoi les moments, les anecdotes ou dans le quotidien là, d'un entrepreneur qui pourrait être, où l'humour pourrait servir, tu sais. Toi, dans ton quotidien, c'est sûrement très facile de le faire. Ouais, parce que t'es là-dedans, mais tu sais, pour ceux qui sont plus éloignés de ça, qu'est-ce qu'on peut identifier comme étant racontable davantage comme en y injectant de l'humour, là? On peut certainement utiliser storytelling et humour puis d'intégrer ça dans nos histoires, dans nos contenus. Mais à mesure que tu parles, j'essaie de trouver un exemple concret qui pourrait illustrer ça. Puis on dirait que j'ai du mal, mais ça peut certainement coexister. Là. J'imagine que les humoristes là, de ce monde s'inspirent d'un peu, je veux dire n'importe quoi de leur quotidien pour rédiger leur gag, rédiger leur... je veux dire, leur show, là, tu sais, ils partent de toujours des choses du quotidien complètement banales, puis ils partent avec ça. J'ai un exemple pour toi. Ça vient d'arriver, tu as l'impression que, justement, ce banal-là, mais je peux me tromper, mais là, c'est un exemple, ce banal-là est très inspirant, puis les gens peuvent sûrement plus s'identifier à ça. Tu sais, aussi, comme, oui, mon Dieu, ça, c'est vrai, on vit tout ça, tu sais. Oui, bien, c'est ça. Je te raconte l'exemple que j'ai en tête. C'est Tommy Néron pendant la pandémie, donc humoriste avec qui j'ai étudié, qui a fait une vidéo sur TikTok pour raconter qu'il s'est commandé un cornet sur Uber Eats. C'est d'une simplicité et d'une, on va dire, platitude. C'est super banal, mais tout le monde commençait à utiliser Uber Eats à ce moment-là aussi pendant la pandémie. Fait que c'était vraiment comme un moment où il y a une curiosité, là, comme on peut se faire livrer des trucs congelés. Il y a un petit peu d'inusité et tout. Puis il documente le parcours de comme j'ai vu qu'il y avait ça, on va voir si ça passe le test, tu sais, puis tout ça. Puis il commente à mesure, il fait plein de gags là-dessus en chemin vers l'expérience finale. Puis c'est ça, au final, oui, tu sais, ça se fait, puis c'était très bon, puis c'était encore congelé.
Mais il y a tellement de gens qui ont pu relate, grâce à ce storytelling-là, de chaque étape, de comme l'émotion de surprise, de comme, ah oui, ben je pense que je vais le faire, tu sais, puis tout ça, que c'est sa vidéo qui l'a fait connaître le plus, en fait. C'est ça qui l'a lancé, puis qui a débloqué vers autre chose aussi par la suite, là. Fait que ce banal-là, justement, autant dans l'humour que quand vient le temps de se raconter, il y a une valeur quand même assez forte, assez puissante. Tu le donnes avec... On est tout seul, on veut se commander un cornet sur Uber Eats, et voilà. C'est tout simple, mais il faut trouver la valeur aussi de qu'est-ce qu'on veut amener dans cette histoire-là aussi. Là. Oui, j'ai l'impression que l'humour, dans les exemples que tu donnes, c'est souvent comme du présent, de l'anecdotique, de ce qu'on vit présentement. Est-ce que tu as des exemples, toi, d'humour qui a été injecté dans, tu sais, une histoire passée là, d'un entrepreneur? C'est-à-dire, je raconte mon histoire qui est passée, qui n'est pas, hey, cette semaine, je me suis commandé un cornet, par exemple, qui permet d'aller chercher vraiment du sens, qui utilise l'humour. Tu sais, la fameuse, je vais dire la fameuse page à propos, qui sommes-nous, notre histoire, qui est toujours très, je trouve, moi, en tout cas, de mon côté, très CV chronologique, des grandes réalisations. Tu sais, on va souvent aller mettre comme une espèce de CV. Pas moyen d'injecter de l'humour là-dedans pour se raconter autrement, mais... Bien, assurément. Moi, je suis pour l'humour dans toutes les situations. Je rebondis sur autre chose, mais tu sais, sur LinkedIn, une de mes publications les plus populaires, c'est quand j'ai dit « Hey, vous avez le droit de mettre de l'humour dans vos messages de vacances automatisés. » Puis ça, évidemment, sur LinkedIn, milieu professionnel, tout le monde a un message de vacances à un moment donné à programmer ou presque. Fait que ça a vraiment été chercher un référent commun, ça a connecté avec la cible, finalement, qui était mon public LinkedIn. Et après ça, les gens se sont mis à me taguer de comme « Ah, j'ai pensé à toi, Juliette, j'ai mis une couple de jokes dans mon message, tout ça. » Puis moi, j'avais partagé le mien dans la publication originale. Fait que les gens se sont mis à se donner la permission, finalement, de faire des petites blagues puis d'ajouter un petit détail un peu inutile, mais qui raconte un peu plus sur qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ces fameuses vacances-là, finalement. J'adore, j'ai déjà fait ça, moi aussi. Oui, il y a de la place, là. Je suis probablement pas la seule à en avoir parlé. Non, mais c'est intéressant quand même. Fait que j'aime ton exemple parce que c'est l'exemple classique de on va mettre un message très générique, copier-coller à chaque vacances qu'on va aller mettre là. Tu sais, en fait, on a écrit notre règle pour un peu comme justement le fameux CV, la fameuse section à propos d'un site web qu'on va écrire avec une certaine forme qu'on est habitué peut-être aussi. Elle a gradué de telle école, son parcours professionnel s'est terminé là, puis voilà. C'est ça, exact. Tu sais, j'ai l'impression qu'on n'ose peut-être pas suffisamment d'aller jouer avec avec l'humour justement dans ces formats-là, peut-être, je dirais, dans ces formats-là, tu sais, puis j'ai l'impression que ça pourrait davantage servir la connexion, justement, effectivement. Mais il y en a que ça insécurise, en fait, tu sais, de dire, hey, si je vais dans l'humour, est-ce que tout le monde va comprendre? Puis souvent, c'est un enjeu, tu sais, avec l'humour, on veut surprendre, fait qu'on prend un chemin un peu différent, mais des fois, le chemin différent, il utilise du jargon qu'on connaît pas, des fois, ça fait référence à quelque chose qui existe dans mon univers, mais que peut-être toi, tu connais pas. Donc, il y a toujours un danger de pas être compris. Puis, tu sais, je veux dire, on le sait, on a déjà rencontré des gens qui font de l'humour, puis t'es comme, ah, je sais pas de quoi la personne parle. Elle a imité un personnage, mais j'ai pas cette réplique-là dans la tête. Là. Je comprends pas. Là, puis c'est sûr que ça peut créer un malaise aussi dans ce temps-là. Fait que les gens, des fois, vont avoir une petite gêne à utiliser l'humour parce qu'ils sont pas certains que ça soit compris de la bonne façon. Là. C'est tout un art. C'est pas simple comme ça. On fait pas l'humour comme on veut, là, justement. Ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Il y a des cours du soir. Ah? Juliette. Non, mais je veux dire, il y a des cours du soir à l'école de l'humour. T'sais, moi, j'ai pris les cours du soir avant de faire le temps complet aussi. C'est quelque chose que trop peu de gens savent, tu sais, aussi que ça existe. Donc, cours du soir en écriture, des cours du soir, tu sais, pour faire des numéros aussi. Donc, vraiment, on peut comme affiner sa plume, tu sais, ou sa présence humoristique, tu sais, grâce à des cours qui nous prennent 2 heures par semaine, tu sais, qui ne requièrent pas un gros engagement de temps ou d'argent, là, tu sais. Ouais. Parce que, oui, c'est ça, ça demande quand même de se former comme plein d'autres domaines, justement, mais même si on est drôle d'emblée, même si on est un vrai sac à blague d'emblée, ça ne veut pas dire nécessairement que, attends un peu, là, dans notre contenu, on va réussir à performer. C'est pas parce qu'on est drôle au party de Noël qu'on va être drôle sur scène, là, ça, je t'en passe un papier. Tu sais, au niveau du dosage aussi, tu sais, au niveau de, est-ce que quand on est drôle ou quand on a envie d'être drôle, là, si jamais, est-ce que... il y a un dosage à respecter. Est-ce qu'il faut toujours maintenant être drôle ou on peut saupoudrer? Il y a ça aussi, hein? Quand on est drôle, faut-tu l'être tout le temps? Ah non, il y a des gens qui se posent la question de comme si tu supposé être mon identité, à un moment donné, quand je deviens drôle. Quelle place ça prend, justement, dans cette identité? Absolument pas, là. Puis, je veux dire, des fois, on voit des humoristes, puis ils nous parlent de leur vie personnelle, puis il n'y aura pas de joke là-dedans, puis c'est correct. En entrevue,
il faut comprendre que des humoristes, c'est pas une affaire de son nez avec ça, puis ils sont drôles tout le temps. Ils vont être des humains qui vont faire leur épicerie aussi, puis tout ça. Puis ça se reflète aussi, donc, pour les entreprises aussi qui veulent être un peu drôles, des fois dans des textes ou dans des contenus sur les médias sociaux. Maxi va faire ses promos aussi, des fois, pas de joke, pas de jeu de mots. Hydro-Québec vont passer leur message, la STM aussi. Donc, il y a de la place pour des blagues, puis il y a de la place pour être autre chose aussi. Là. Ça n'a pas besoin d'être notre identité. Oui, c'est ça. Là. On décide demain matin de vouloir injecter un petit peu plus d'humour dans notre contenu. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement tourner tout à la blague. Là. Non, puis on se met de la pression aussi quand on sort de l'école de l'humour. Faire OK, bien là, moi, ces médias sociaux, il faut que je sois drôle maintenant. Là, j'ai mon diplôme. On attend ça comme une certaine moi, pression. En tout cas, j'ai eu cette pression-là personnellement je l'avais un peu en tête, là, de me dire comme c'est maintenant, peut-être qu'il faut que je sois juju funny, là, peut-être qu'il faut que je sois plus, que j'ai plus de répartie, tout ça. Puis j'ai fait non, c'est pas sustainable pour moi, c'est pas réaliste, ça me demande beaucoup plus d'énergie. Puis ça demande de l'énergie à être drôle aussi, là, oui. C'est la créativité, c'est de trouver des chemins pour passer nos messages, encore une fois, fait que non, c'est pas de mes affaires. Tu vois, plus on jase, plus là, je me dis, aïe, l'humour, c'est beaucoup moins simple que ça peut le paraître. C'est-à-dire que, tu sais, bon, cet épisode-ci, tu sais, connecté avec légèreté. Tu sais, ce titre-là, connecté avec légèreté, comme si c'était léger, simple, facile, comme si ça n'avait pas trop d'impact, mais attends un peu, là, il y a vraiment derrière ça, là, il y a toute une méthode, il y a tout un art, il y a beaucoup d'apprentissage, tu sais. Puis pour les... Tu sais, je pense les gens qui nous écoutent, là, les solopreneurs qui nous écoutent, là, puis qui se disent, « Hey, comment je fais, moi, pour trouver mon style d'humour? » Il y en a tellement. Comment je fais pour... J'ai le goût d'essayer, là, par quoi je pourrais commencer? Tu sais, mettons, je pense à moi, là, la voisine, là, qui a un contenu très, très ancré, complice, assez profond. Tu sais, je pars où, moi? Mettons, là, j'ai envie là, d'aller un petit peu plus loin que le petit sourire en coin. Tu sais, tu as un outil, une astuce, quelque chose? Comment on commence ça? Là? Comment on commence à réfléchir à ça? Il y a 1000 façons de commencer. Je veux dire, tous les chemins mènent à Rome. Mais tu sais, moi, je commencerais par faire une liste de situations que tes clientes vivent. Souvent, tu me disais que souvent, ils vont pas trouver que leur histoire vaut la peine d'être racontée. Fait que d'aller chercher comme un référent commun comme ça de tes clientes, puis de mettre en lumière une situation qui a l'air un peu ridicule. Puis là, je l'ai pas sur le fly comme ça, mais de comparer une situation où il y a quelqu'un qui a pas une histoire super intéressante, mais qui a fait des grandes choses avec. Puis ta petite histoire de toi qui as perdu ton emploi, a l'air énorme à côté de ça. Fait qu'il y a des mimes à faire avec ça, il y a des comparaisons écrites, il y a un beau matériel, je dirais, brut là-dedans aussi pour démarrer la création puis appliquer des procédés humoristiques là, après. Là. On part un mouvement, Juliette? Ben, anytime. On se raconte avec plus d'humour. On essaye. On pourrait peut-être mettre un petit hashtag... je sais pas. LOL. Hashtag LOL. Essayer d'aller connecter davantage. Non pas avec nécessairement juste légèreté, mais parfois en relevant des situations ou des moments peut-être franchement dramatiques, là, je dirais. Hein? Mais en le tournant avec humour, ben, ça nous permet de rebondir, de connecter plus profond. Avec sensibilité aussi, j'ajouterais. Oui, parce que... On peut être sensible et drôle. On peut être sensible et drôle. J'adore que tu amènes ça. On peut être sensible et drôle, tout à fait. Tout à fait. Oui, puis ça permet peut-être aussi de sortir de cette fameuse position. Tu sais, parfois, on associe le storytelling à « Oh mon Dieu, faut donc bien avoir un grand bouleversement. » Puis là, on entend le violon, puis il faut que ce soit dramatique. Alors que, mon Dieu, il y a plein de bouleversements qui valent la peine d'être racontés, qui ne sont pas toujours le gros drame non plus, là, qui ont juste fait amener une prise de conscience qui est grande par rapport à... Puis l'humour peut tellement, dans le fond, s'injecter là-dedans. Je trouve ça intéressant, ces beaux liens-là qui peuvent être faits. Puis moi-même, ça m'inspire à mission accomplie. Juliette. Merci, Juliette, de ton passage sur le podcast À ta couleur. Si les gens veulent continuer la conversation, si les gens ont envie d'être davantage humoristes dans leur contenu, où est-ce qu'on peut connecter avec toi? C'est où tu les envoies? Absolument. Je suis active sur LinkedIn, sur Instagram et... très occasionnellement sur TikTok. Puis mon nom d'utilisateur, c'est Juliette.Pailler, donc P-A-Y-E-R. Donc, ça va me faire plaisir de connecter sur ces plateformes-là. Ce sera dans les notes d'épisode de toute façon. Donc, tous tes liens seront là. Les gens pourront te découvrir davantage, poursuivre la conversation, te faire une petite joke
en DM. Elles sont bienvenues. Merci. Puis à toi qui nous écoutes, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode solo. Salut! Salut! Merci d'avoir été là. C'est toujours un privilège de te savoir quelque part assis avec moi sur ma galerie. J'espère que ça t'a donné envie de t'arrêter un instant, juste assez pour te recentrer, te déposer, puis peut-être découvrir une pépite de connexion que tu n'avais pas encore vue en toi. Si le cœur t'en dit, abonne-toi, puis prends un instant pour laisser 5 étoiles ou un petit mot. C'est tellement la meilleure façon de faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs. C'est comme une chaise de plus qui s'ajoute sur ma galerie. Plus on est nombreux à s'y asseoir, plus les conversations voyagent loin. Puis si quelque chose t'a touché aujourd'hui, partage-le en story puis tag-moi, La Voisine Pro. J'adore te lire puis repartager tes réflexions. À bientôt pour un autre épisode à ta couleur.